Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter mes 5 trucs photographiques pour le mois de janvier 2017. J'en profite pour te souhaiter une super année 2017 et on commence tout de suite. Alors commençons. Tout d'abord, un petit bonjour à Claudia qui est derrière l'appareil photo. Voilà, ok. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, youtube.com/ericgibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Et si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Nous commençons tout de suite avec le truc numéro 1. Alors c'est important quand on fait un portrait de penser la hauteur à laquelle on se place comme photographe, c'est-à-dire à quelle hauteur on met l'appareil photo, suivant le physique de la personne. Parce qu'en fait, souvent, on ne se rend pas compte que si on est trop bas ou trop haut, la personne va l'air plus ou moins grosse, plus ou moins haute, plus ou moins déformée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment en tenir compte. Parce qu'il y a des gens, par exemple moi, qui suis très maigre, surtout au niveau du cou, c'est de l'ironie, hein. Évidemment, si tu fais une photo de plus bas, j'ai le cou comme ça. Quelqu'un qui a une grosse tête et fait une photo depuis très haut, la tête va sembler encore plus grande. Donc, il faut chercher une hauteur qui soit idéale pour que le physique ressemble assez à la réalité. N'oublie pas que quand tu connais une personne, quand tu parles avec elle, tu écoutes plus que ses paroles que son physique en fait. Mais par contre, quand tu vois une photo, tu n'entends plus le physique, hein. Tu ne vois plus le physique en fait. Moi, tu n'entends plus les paroles, tu vois le physique. Donc, c'est important de penser comment va être cet aspect. Et trop de photographes ne soignent pas assez cette position vis-à-vis de la personne à qui ils font des photos. OK? Ah, j'ai dit OK, l'autre jour on m'a signalé que dans une vidéo j'ai dit 38 OK. Bon là, j'en viens de dire 2 là, OK? Je vais essayer 3. Donc je vais essayer de me contrôler. On y va. Truc numéro 2. Alors, ça a un petit peu à voir avec le truc numéro 1, c'est-à-dire souvent quand on fait des photos, on prend un grand angle, on choisit l'angle de son objectif et souvent on prend un trop grand angle, ce qui déforme les gens. Et beaucoup de gens me disent, je crois que je l'avais déjà raconté un truc l'année dernière, mais enfin je répète et j'ajoute des petits détails. Beaucoup de gens ont trop tendance à prendre des angles trop larges, ce qui fait que ça déforme la personne et ça les grossit. Donc si c'est une personne qui est réellement maigre, ben, ce n'est pas un drame. Mais si quelqu'un qui est déjà un petit peu en forme, eh ben, il va être plus en difforme qu'en forme, parce qu'en fait, le grand angle va le grossir. Donc, quand on va utiliser un objectif, il faut bien choisir l'angle. De cette manière, ça ne va pas déformer la personne. Parce que si quelqu'un qui est un peu trop en forme, il risque d'être difforme en fait. Parce que souvent, on me dit, oui, mais c'est qu'il n'y avait pas de place pour faire la photo. Eh bien, si c'est une photo souvenir d'un moment sans trop d'importance, ce n'est pas grave. Mais si on veut faire une bonne photo, si la distance n'est pas suffisante pour pouvoir faire la photo sans déformer, simplement tu ne fais pas la photo, tu vas dans un endroit où tu peux faire la photo, tu te déplaces. Si par exemple je te fais une photo à toi et je suis contre le mur, je ne peux pas reculer, eh bien il faut que je me déplace et que j'aille à un autre endroit pour faire la photo. Parce que ça ne sert à rien de faire une photo où la personne est déformée. Si tu choisis de prendre un certain grand angle, n'oublie pas que plus tu vas être bas vis-à-vis de la personne à qui tu fais la photo, plus la déformation va être pyramidale et donc c'est une déformation qui est moins désagréable que dans l'autre sens. Parce que si tu es plus haut que la personne, ça va faire une grosse tête et des tout petits pieds en bas. Donc c'est important que si tu veux utiliser le grand angle, que tu descendes bien sur la hauteur. On peut faire des portraits en grand angle? Oui, on peut faire des portraits en grand angle. Mais il faut absolument voir quel est l'objectif du portrait. Si c'est un objectif de caricature ou d'humour, ou c'est quelque chose qu'on veut qui soit fidèle à la réalité. Avec un grand angle, c'est impossible de faire quelque chose de fidèle à la réalité. Par contre, on peut faire un portrait de caractère avec du grand angle. Le pied plus en avant qui est grandi, la jambe, la personne qui est un peu au ras du sol et ça fait une personne qui est plus grande et tout. On peut faire des trucs comme ça. Mais si tu fais du portrait normal, tu peux pas, il faut éviter d'utiliser du grand angle parce que tu vas avoir des problèmes. Donc il faut prendre un objectif plus étroit. Truc numéro 3. Souvent, on regarde les photos des autres, les magazines, les photos des experts, les photos des débutants, les photos des moyens, les photos sur Facebook, les photos, les photos, les photos, les photos. Et on oublie souvent l'origine de la photographie qui était quand même la peinture.
Donc moi, je pense qu'il faut apprendre à regarder la peinture, surtout les peintres classiques, parce que les peintres modernes, n'importe quoi, ils ne font pas forcément quelque chose qui ressemble à la réalité. Mais par contre, les peintres classiques, style comme les peintres flamands, Rembrandt, ce genre de peintres, et quand ils faisaient des clairs-obscurs, des trucs, des natures mortes, tout ça, ils travaillaient énormément l'éclairage. Donc là, quand tu vas regarder, tu vas voir des idées d'une part, et tu vas voir que souvent, sur Photoshop, on corrige des choses qui ne sont pas des erreurs. Moi, souvent, par exemple, j'ai effacé une petite ombre qui sortait ici sous la lèvre, et en fait, une fois, je regardais, j'étais à Madrid au Prado, et je voyais que cette ombre, elle apparaît sur leur peinture. Donc en fait, ce n'est pas une erreur. Simplement, quand on va corriger la photo, on dit ah, cette ombre, elle n'est pas très belle, je l'enlève. Et en fait, tu vois qu'eux, quand ils faisaient une peinture, ils laissaient ces détails qui, pour nous, on pense que c'est une erreur. En fait, c'est la réalité. Alors on pourrait me dire, mais comment tu sais que c'est la réalité? Toi, tu étais en 1500 ou 1600 à côté du peintre en train de voir ça? Ben non. Mais par contre, je vois que ma photo, sans être touchée, elle ressemble plus au niveau d'éclairage à ce que faisaient eux que ce que quelquefois j'ai fait après avoir retouché sous Photoshop. Donc j'en conclus qu'en fait, ce n'est pas une erreur, mais ça correspond à la réalité. Donc, pour apprendre au niveau éclairage, regarde surtout les peintres classiques parce que tu vas apprendre énormément. Truc numéro 4. Alors, ça y est, tu es content? Tu as ton nouvel appareil photo? Ben, c'est super, c'est fantastique. En fait, il y a plein de gens qui, avec Noël, Papa Noël leur a amené un appareil photo et maintenant, ils sont en train de faire des photos et ils ont oublié un tout petit détail. D'abord, m'acheter un cours, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, ericgio.com/fr/cours en ligne, mais c'est surtout ce qu'ils ont oublié, c'est de lire le mode d'emploi de l'appareil photo. L'important, c'est pourquoi tu vas lire le mode d'emploi. Tu vas lire le mode d'emploi avec ton appareil photo dans la main. C'est-à-dire que chaque indication qui dit fais ceci, fais cela, tel bouton, fais tel truc, tu as l'appareil photo en même temps et tu regardes. Et si tu dis si ça dit le menu modifie telle chose, tu essayes et tu vois ce qui se passe. Alors, de cette manière, tu vas connaître parfaitement ton appareil photo. Parce que beaucoup de gens pensent que la photo, c'est facile. Mais ce n'est pas que ce soit facile ou pas facile, c'est que les appareils photo qu'on a de nos jours, ce sont de véritables ordinateurs, on dirait plus une machine à écrire ou un piano qu'un appareil photo, parce qu'il y a plein de boutons partout et des menus partout. Donc, il faut quand même que tu connaisses ces menus, à quoi ça sert. Parce qu'en fait, souvent, tu as des photos, tu les loupes, simplement parce que ton appareil photo n'est pas correctement configuré. Pas parce que toi, tu es nul, simplement que si tu demandes à l'appareil photo de faire quelque chose, puis il est configuré pour faire autre chose, ben, ça ne va pas sortir comme tu voudrais. Donc, d'une part, lire le manuel avec l'appareil photo en main et faire des essais. Souvent, les appareils photo de nos jours arrivent avec un manuel qui est en fait de 3 pages. Donc, il n'y a rien dedans. Par contre, sur un CD qui accompagne l'appareil photo ou sur la web du fabricant, tu as un manuel en PDF que tu peux télécharger. Alors ce manuel, je te conseille de l'installer sur ton téléphone, de manière où que tu sois, si tu as un doute, tu regardes dans le manuel comment est la configuration de ton appareil pour un cas précis, tu vois, donc tu l'as à portée de main. Et de toute façon, je te conseille d'imprimer une version donc papier de ce manuel en PDF pour l'avoir en grand, le lire tranquillement. Tu peux être chez toi, dans le salon, pas devant un ordinateur, avec l'appareil en main et regarder tranquillement le papier. Le papier, ça a quand même quelque chose d'intéressant et de pratique. Déjà, c'est plus grand, ça fatigue moins les yeux. Évidemment, c'est plus lourd. Si tu vas l'emmener dans ta poche, ce n'est pas aussi pratique. Okay, donc, n'oublie pas, lire le manuel avec l'appareil photo en main et surtout, faire les exercices quand ça indique que ça va changer tel truc. Pratique pour, tu vois, la différence entre une configuration et une autre. Point 5. La sécurité de ton appareil photo. Tous les appareils photo sans courroie ont tous un destin commun, le sol. C'est-à-dire que les 3/4 finissent cassés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, ils ne mettent pas la courroie autour du cou, ils pensent que ça fait plus chic d'avoir l'appareil dans la main, et puis d'un coup, un mouvement où ils reçoivent un coup, l'appareil tombe par terre. Et un appareil qui tombe de ta hauteur, de la hauteur de ta main pendante, eh bien, je te garantis qu'il va être cassé. C'est très rare, sauf si tu es sur une plage dans du sable, peut-être qu'il n'aurait rien, ou dans de l'herbe vraiment épaisse, mais normalement, l'appareil va être cassé. Donc beaucoup de gens ne mettent pas la courroie ou la mettent sur l'épaule comme ça. Et quand tu te promènes sur l'épaule, ça va glisser et un jour, ça va tomber. Je connais personne qui ait eu un appareil photo sans courroie à plus de 20 ans sans le casser. C'est simple. Alors peut-être que tu es l'exception, tu vas mettre un commentaire, mais si ça fait 20 ans que tu es sans courroie, je te garantis que tu n'arriveras peut-être pas à 21 ou à 22 ans. Parce qu'un jour, quelqu'un va te donner un coup où tu vas trébucher et l'appareil va t'échapper des mains, il va se casser. Alors il existe aussi des versions plus exotiques de courroie qui se vissent sur le dessous et ça pend sur le côté. Ça pend sur le côté,
l'appareil pend sur le côté. Moi, je n'aime pas du tout ça parce qu'on peut quand même en bougeant donner un coup. Mais surtout, j'ai vu beaucoup de gens qui ont eu le problème, la vis a cassé et l'appareil est tombé par terre. Alors, si tu vas acheter ce genre de courroie, là, tu es obligé d'acheter de la bonne marque et de la haute qualité. Parce que si la vis casse, ton appareil photo va aussi à la poubelle. De la même manière, même si tu as une bonne courroie, de temps en temps, vérifie qu'elle est bien attachée, qu'elle n'est pas usée, qu'elle n'est pas sur le point de couper. Vérifie bien, parce qu'une courroie, c'est la plus grande sécurité d'un appareil photo. Ça vaut plus que n'importe quelle assurance, parce que c'est ce qui va sauver ton appareil photo dans le cas de chute. Ok. Et tu n'oublies pas, ça ne fait pas ridicule, tu n'es pas moins photographe si tu as la courroie autour du cou. Eh bien voilà, c'était mes trucs pour janvier 2017. Merci beaucoup de m'avoir suivi en 2016 et les années antérieures. J'ai de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, toi, de le faire. youtube.com/Eric Gibaud. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. N'oublie pas mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud Photo. Mon Instagram, Gibaud, mon Twitter, Eric Gibaud, mon Google+, plus Eric Gibaud. Et bien voilà, au revoir à Claudia qui est derrière l'appareil photo qui me fait un petit au revoir avec le zoom. Et voilà, à très bientôt. Allez, au revoir.